Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur TEW. On est toujours en 2008 et on book le premier Raw post No Way Out, donc dernier week-end de février, enfin dernière semaine de février plutôt. Rien, enfin pas d'incident en particulier. On a commencé à modifier les storylines, mais je dois bien vous avouer que j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir réorganiser les rosters. Parce que là, ça ne va pas du tout. Sur certains rosters, on a beaucoup de catcheurs, beaucoup de heal, beaucoup de face, mal organisés. Et du coup, ça bloque les storylines, même moi en termes d'idées. Après, j'avais peur que certains n'acceptent pas de perdre. Enfin voilà. Tout ça. On va donc se rendre dans le New England. On va trouver une salle adaptée. Je pense que je vais prendre 5000 personnes parce qu'il n'y a pas de bonne salle. 7007. Ouais, on va prendre 5000. Et on se retrouve pour le show directement, juste après le booking. Allez, à de suite. On est donc reparti pour ce WWE Raw avec un premier match dans le pré-show entre D.H. Smith et William Regal. Bon, sans surprise, William Regal va s'imposer en 10 minutes 28 avec son Regal Cutter. Note totale de 69, 77 de William Regal, 46 de D.H. Smith. Bon, voilà, c'est histoire de donner un peu de momentum à William Regal. Pas de programme en particulier pour lui pour l'instant, mais ça le fait patienter, il catch un peu, c'est pas plus mal. Allez, on débute le show avec John Cena qui est interviewé backstage par Lilian Garcia. Il parle de son match contre Randy Orton puisqu'il veut une revanche ce soir. La dernière, enfin c'est ce qu'il avait déjà dit, mais là c'est la toute dernière. Si il ne remporte pas le match, et donc le titre, il n'aura pas le droit de réaffronter Randy Orton, au moins jusqu'à WrestleMania. Donc ce soir, c'est qui tout double pour John Cena, qu'on retrouvera plus tard dans la soirée. On passe au premier match de la soirée, dans un match faible. Melina Perez affronte Maria Kanellis et Melina Perez va remporter son match avec son California Dream en 9 minutes 31, rating total de 58. Note de 56 pour Melina Perez, 48 pour Maria Kanellis. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire, donc c'est correct pour un premier match, pardon. Je suis plutôt satisfait. On passe ensuite au prochain segment avec Brian Kendrick qui est plutôt en forme actuellement et qui demande un match pour le titre intercontinental. Jeff Hardy qui passait par là s'est pointé et a accepté la proposition. Il y aura donc un match un petit peu plus tard dans la soirée. On fait un bon 74, c'est très propre. Juste après, on passe à un match entre Landscade et Cody Rhodes. Match qui va se terminer par une victoire de Landscade après une distraction de Trevor Murdoch. Hardcore Holly n'était pas présent et du coup, les heels qui en profitent et qui gagnent un peu de momentum, ça fait un 61 de rating. Les notes sont pas folles, 59 et 56, c'est pas incroyable. Mais bon, ça fait avancer la storyline. Je pense qu'on clôturera cette storyline à WrestleMania, sachant qu'on a enlevé Carlito et Santino Marella, les Carabines cool. De cette storyline, on va vraiment pusher Cody Rhodes, Hardcore Holly contre Landscade et Trevor Murdoch pour WrestleMania. On peut donc passer au segment suivant. Et c'est Roddy Piper, le nouveau General Manager de Raw, qui vient annoncer que les matchs pour le Money in the Bank vont commencer. Il y aura des matchs de qualification. Et Chris Jericho, qui traînait dans les parages, vient voir Roddy Piper et lui demande d'avoir une chance pour pouvoir intégrer ce match. Chose qui sera faite dès la semaine prochaine. On enchaîne avec un très bon match entre Jeff Hardy et Brian Kendrick pour le titre intercontinental. Bon, sans surprise, Jeff Hardy va remporter le match en 15 minutes 10 grâce à avec son Swanton Bomb. Il fait sa deuxième défense de titre. Rating de 73, on fait un face contre face.
Ça fait quand même une très bonne note. 78 pour Jeff Hardy, 77 pour Brian Kendrick. A noter que Mr. Kennedy était à la table des commentateurs pour observer ce match. Mr. Kennedy qui semble avoir des idées derrière la tête après avoir loupé sa tentative d'envoyer à la retraite Ric Flair. Voilà, on commence à mettre des petites graines un petit peu partout. C'est plutôt intéressant. Je vais quand même regarder le dirt sheet, ce qu'ils disent. Et ouais, en vrai, on enlève ça. Et Jeff Hardy qui était pénalisé parce qu'il était sous des drogues douces. Aïe aïe aïe, Jeff Hardy. Bref, c'est pas très grave. 73 et on passe au segment suivant. Et c'est Ric Flair qui est au micro. Il veut un gros adversaire pour WrestleMania. Et il cite notamment les noms de Shawn Michaels ou de Chris Jericho. Pour l'instant, rien de particulier. On verra où cela nous mènera. On passe donc au main event de ce soir. Randy Orton affronte John Cena pour le titre de la WWE. Le perdant, enfin, si John Cena perd, il n'aura plus de chance pour le titre de la WWE alors qu'il a remporté le Royal Rumble. Que va-t-on faire? John Cena a-t-il grillé sa chance? Et la réponse est oui. Randy Orton va battre John Cena avec ce RKO après une distraction du Rock. Randy Orton fait sa 4e défense de titre. 87 et 83 de notes pour Randy Orton et John Cena. Très bonne note. Le rating de 80, c'est pas fou. Pourquoi? Le match est trop court. Je vais faire des matchs de 30 minutes ou ça se passe comment? Et passer de hit sur la storyline. Eh ben dis donc. Bon, ça reste correct. On fait un 80. Et dans le dernier segment, Cena va prendre un rock bottom de The Rock. Voilà. Le show se conclut là-dessus. Mais je sème des petites graines pour la suite de cette aventure et de cette route pour WrestleMania. On termine le show avec un rating de 80. Oh putain, les storylines qui n'intéressent pas assez les gens. On est sur un 70. C'est vraiment dommage. Popularité qui augmente d'entrée une région. On en perd dans une région. Mais on ne devrait pas faire du 70. Quand on voit les derniers ratings des matchs et des angles, on devrait faire bien plus. Mais bon, c'est pas grave. On se concentre sur la suite. Et la suite, ça sera ECW qui aura lieu le lendemain. Allez, on se retrouve de suite pour le booking de l'ECW. À de suite. Et on est de retour pour le booking de l'ECW en Sky-Fi avec un petit match dans le pré-show tout simple. On va pas chercher un match compliqué entre Balls Money et Kid Cash. Balls Money va battre Kid Cash en 8 minutes 18. Bon, les notes sont correctes, 51 et 48. C'était histoire de donner un peu de momentum à Balls Money que j'ai pas ou peu vu. Je me rappelle plus s'il avait catché, mais enfin bref, ça m'avait pas marqué, donc voilà. Et on attaque le show d'entrée de jeu avec CM Punk qui veut une dernière chance au titre contre Chavo Guerrero. C'est Leila qui réalise l'interview et Chavo se pointe avec Armando. Il lui dit: écoute CM Punk, on te donne une dernière chance, mais si tu ne remportes pas le combat ici, tant que je serai champion, tu ne pourras pas me réaffronter. CM Punk qui accepte les termes et du coup on aura ce combat entre Chavo et CM Punk pour le titre de la ECW dans le main event du show d'aujourd'hui. On passe ensuite à un combat entre Lance Storm et Mike Knox. Lance Storm qui va battre Mike Knox en 11 minutes 54 par soumission avec son straight shooter. 74 de notes pour Lance Storm qui est très
très bon. Lance Storm est excellent. Il a encore un sacré niveau. McKnox fait un 48. C'est un petit peu plus compliqué pour McKnox. Bref, on passe ensuite à un segment, le Miz TV. Et The Miz et John Morrison qui reçoivent Spike Dudley et Perry Saturn. Bien évidemment, ils vont se moquer des anciens extrémistes. Et au final, ils vont se faire attaquer par ces derniers. Voilà, c'est histoire de faire rire un peu la foule, d'avoir un moment un peu off. On sait très bien que le The Miz est excellent au micro. John Morrison n'était pas mauvais aussi. Ça permet, voilà, de faire un petit segment sympa. Ça fait avancer la storyline. Bon, ouais, c'était pas le but. Cette storyline, on va la terminer. Mais bref. Voilà, c'était le petit match avant le... Enfin, pas le main event, mais un combat entre Tommy Dreamer et Big Daddy V. Plutôt un match correct. T'as Big Daddy V qui est upper mid-carder et qui fait des 55. C'est pas foufou. Par contre, Tommy Dreamer nous fait un très bon 67. Je suis très content. Tommy Dreamer qui est vraiment intéressant. Donc ça fait un 66. Tommy Dreamer marque des gros points. Et c'est le plus important. On passe donc à ce main event entre Chavo Guerrero et CM Punk pour le titre de la ECW. Et dans un très bon match de catch avec une décente réaction de la foule, Chavo Guerrero va remporter le match après avoir utilisé un objet. Chavo Guerrero donc garde sa ceinture, il fait sa troisième défense de titre de la ECW. CM Punk n'aura donc plus le droit d'affronter Chavo Guerrero tant qu'il sera champion de la ECW. C'est parfait. Les deux catcheurs qui font une note de 76 et la storyline qui se termine ici. Un rating total de 73. C'est correct. On termine le show là-dessus. Je sais pas si en termes de notes on sera bien. Pas assez de femmes attractives pour satisfaire l'audience. Oh, 0 sur 20. Pourtant j'avais mis Layla. Ils ont pas voulu me le compter. Ils m'ont fait non merci. Ah, c'est parce que j'ai pas mis Kelly, je pense. Ouais, j'aurais dû faire un truc avec Kofi Kingston. Enfin bref. C'est dommage, on se fait encore pénaliser sur des trucs un petit peu couillons. Mais bon, c'est un show B, donc 66, ça reste tout à fait correct. On se quitte là-dessus et on se retrouve bah, du coup pour l'enchaînement avec SmackDown. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour SmackDown et on commence dans le pré-show avec un match abysmal, donc affreux, entre F. Torres et Natty Neidhart, qui n'est autre que Natalia, bien évidemment, avec une victoire de F. Torres. F. Torres qui nous fait une note de 15. Voilà, donc Natty qui nous fait quand même une bonne note de 32. Mais bien, c'est bien ce qui me semblait. F. Torres, c'est compliqué. Bon, là, j'ai fait un face-to-face, mais c'est pas une raison pour faire une note aussi nulle. Voilà, clairement. Bon, c'est pas très grave, mais par contre, je pense que Natalia sera amenée à arriver assez rapidement. Et je pense que la Hart Dynasty pourrait voir le jour assez rapidement aussi. Ça fait partie quand même des choses que j'envisage. Et puis Natty, ça fera quand même une bonne catcheuse pour le roster. Après, est-ce que ça sera SmackDown? Le problème, c'est ça. Est-ce que je continue à avoir une division féminine à SmackDown? Parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas avoir assez de catcheuses pour pouvoir monter des programmes intéressants. On verra par la suite. Allez, on se lance donc dans le show. Ah oui, il faut des petits matchs pour F. Torres parce que on voit qu'elle n'est pas très forte dans un ring de catch. Bon, et ben tant pis. On commence avec le show, avec Theodore Long qui annonce les débuts de Vader, qui est de retour à la WWE. Et il a un plan pour Vader ce soir. La première cible de Vader sera nul autre que le Big Show. C'est parfait là. Là on lance la hype. 77 de rating. Parfait. L'arrivée de Vader fait sensation.
On enchaîne avec un terrible match handicap entre Victoria et Maryse avec Michelle McCool. Victoria va battre les deux catcheuses. Elle fait une note de 56, très bonne note. Par contre, 32 et 33 pour Michelle McCool et Maryse. Aïe, 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 aïe. Ah, faut pas avoir froid aux yeux. On est sur un rating de 47. Je vais vraiment regrouper les rosters féminins et faire une grosse Women's Division du côté de Raw ou de SmackDown, je sais pas encore, mais il y aura quelque chose de fait parce que c'est pas possible. Je peux pas avoir des notes de 32-33 pour des catcheuses qui sont censées être quand même assez fortes. Quitte à que je les renvoie à la CW, qu'elles catchent là-bas, qu'elles prennent de l'expérience, mais là c'est pas possible pour l'instant. Rating de 47, bon, pas fou, c'est le premier match de la soirée, bon, voilà. On enchaîne avec le match pour les ceintures par équipe détenues par The Miz et John Morrison qui affrontent Noble Naki et Country Punks, donc Jimmy Noble, Funaki et Shannon Moore et Jimmy Wang Yang dans un match plutôt correct où les champions par équipe vont conserver leur ceinture. Note de 61. On arrête la storyline ici. The Miz et John Morrison qui font... Ouais, si John Morrison fait un 69, The Miz 56. Bon, c'est plus compliqué pour The Miz, mais bon, The Miz, on sait qu'avec le temps, ça viendra. Jimmy Noble fait un 62, c'est correct. Funaki un 49, bon, c'est un peu faible. Et Jimmy Wang Yang fait un 65, tandis que Shannon Moore fait un 55. Bon, rating de 61, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on voit Batista en coulisses qui est pas très bien. Il s'en suit. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. On n'en saura pas plus. Segment qui fait un 74, c'est honnête. On passe ensuite à un match entre Rey Mysterio et Shelton Benjamin, où Rey Mysterio va défaire Shelton Benjamin dans un match tout à fait honnête. Un 73 de rating, 80 pour Rey Mysterio, 70 pour Shelton Benjamin. A noter que MVP était à la table des commentateurs et cela aura un impact pour le segment suivant, puisque MVP va attaquer Ray Ray après le match. On sent le début d'une storyline entre les deux pour le titre US, sachant que Rey Mysterio a loupé sa chance contre Edge pour le titre poids lourd. Rating de 79, c'est très intéressant. J'avais un peu peur de ça. Et on enchaîne dans un match avec une great hit et du bon catch. Vader va battre Big Show en cédant des cordes. Note de 63. Bon, 61 et 61. Et malheureusement, ça ne clique pas entre eux. Aïe aïe aïe, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas très grave. On fait un 63. On saura pour la suite. Ah, il veut des matchs plus courts. Et derrière, oh là là, on fait un SmackDown catastrophique. Edge qui va lancer une big attaque contre l'Undertaker, parce qu'il est en coulisse avec Vicky Guerrero. Et il va se munir d'un chariot élévateur et il va renverser des palettes sur la voiture. Non, peut-être pas les palettes. Une énorme caisse sur la voiture de l'Undertaker qui venait d'arriver. Et la voiture est complètement écrabouillée. On ne sait pas si l'Undertaker est en bonne santé. On clôture le segment sur ce terrible 68 de rating. Le show fait un 68. Bon, on n'a pas de note particulière. On augmente la popularité dans 18 régions. On la perd dans 8. Bon, c'est pas foufou. Mais on n'est pas dérangé ni par les storylines, ni par les femmes attractives. C'est déjà un bon début. Mais bon, 68, ça pique un petit peu. Enfin bref, on va donc clôturer ce mois de février avec ce SmackDown. On se retrouve pour le premier bilan économique de ce mois de février. Je vous dis à de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le bilan financier de ce premier mois à la WWE et on fait 911 000 euros de bénéfices. On a perdu un peu d'argent, après j'ai donné beaucoup d'argent dans le MISC. On va faire un petit point, pay-per-view revenu 1.1, ticket sales 1.2, TV revenu 3.2, sponsor 769, version 19, MISC 3D. On paye pas mal en worker, mais c'est surtout, c'est là, en Minsk, le Minsk, pardon,
1 761 000. Waouh. Bon, je sais pas trop ce que c'est, je me demande... Ah non, le développement, il est là. Bon, bah je ne sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi on perd autant. Tiens, je vois qu'il y a des retours de blessures. Valvenis, Matardi et Candice Michel. Bon, eh ben, c'est à signaler. On se retrouve, nous, pour le premier show de ce mois de mars avec Raw. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve pour le booking de WWE. Quelques locker room incidents. Valvenis qui revient de blessure. Non, ça va. Alors, je sais pas ce que c'est Cryptic Crossword, mais en tout cas, c'est bon pour... Et Shawn Michaels, ouais, bon, il a créé un jeu, c'est populaire dans le backstage, ça va augmenter de 87 à 89. C'est parfait. Allez, on se retrouve nous pour pour le début du show WWE Raw. À de suite. On est de retour avec un premier match dans le pré-show. Matt Sydal affronte Robbie McAllister. Note de 60, très bonne note pour un pré-show. 64 de notes pour Matt Sydal qui va, oui, intégrer le roster juste après WrestleMania. Il n'y aura pas de surprise. Vu ses notes d'in-ring, on peut pas passer à côté de Matt Sydal, pardon. Robbie McAllister, bon, 42, c'est compliqué. Ouais, je pense que les frères McAllister, on les fera catcher uniquement en équipe parce que en simple, c'est pas fou. On attaque donc ce show avec un premier match entre Melina Perez et Candice Michel. Victoire de Melina Perez avec un rating de 48 total, 46 de notes pour Melina, 55 pour Candice Michel. Alors je suis assez surpris que Candice Michel ait une ring performance de 55. Plutôt une bonne chose. Écoutez, hein. Ça fera une catcheuse à peu près correcte, donc c'est bien. C'est bien. Et derrière, bien évidemment, Melina qui va annoncer que sa future cible serait Mickie James, puisqu'elle veut le titre. Elle veut récupérer le titre des Women's. Ça met un peu de hype au segment, c'est bien. Ça fait un bon rating. C'est parfait. On enchaîne de suite avec un match simple entre Hardcore Holly et Trevor Murdoch. Victoire de Hardcore Molly en 11 minutes 52 avec son Alabama Slam, pardon. Il fait une note de 52, Trevor Murdoch fait une note de 50, rating de 55. Bon, c'est pas foufou, mais ça fait avancer la storyline. Bon, c'est le principal. On va pas se prendre la tête avec ça. Derrière, on a une petite vidéo pour nous hyper le combat entre Mr. Kennedy et... Mr. Kennedy contre Val Venis. Et on passe au match qui va nous faire un excellent rating de 72. Quand Mr. Kennedy va défaire Val Venis en 12 minutes 27. Durant le match, il y a eu une distraction de Jeff Hardy sur Mr. Kennedy. Ça lance un peu les hostilités. Mr. Kennedy nous fait une note de 75. Ah, c'est excellent. Val Venis nous fait un 57. Bon, voilà. Ça permet de donner du momentum à Mr. Kennedy. 72 de notes, c'est quand même vraiment très intéressant. Je suis plutôt content. C'est vrai que Mr. Kennedy était plutôt intéressant, hein, ça soit dans le catch ou à la télé. Moi, je trouve qu'il avait un certain flow. Bon, après, on sait qu'il a eu des problèmes et tout, extra catch, on va dire, extra sportif. Mais bon, bref, on passe au segment suivant et Shawn Michaels qui répond à l'appel de Ric Flair qui cherche un adversaire pour WrestleMania. Mais Shawn Michaels a refusé sa proposition. Il ne se sent pas d'affronter Ric Flair. Il dit il ne veut pas être l'homme qui va l'envoyer à la retraite. Ric Flair fait un peu du forcing, mais pour l'instant Shawn Michaels n'est pas intéressé par cela. On enchaîne avec un match simple entre Triple H et Carlito. Triple H qui remporte le match en 12 minutes 51 avec son pedigree. Note de 60 pour Triple H. Non, note de 90 pardon pour Triple H. 60 pour Carlito. Rating de 72. C'est tout à fait correct. Triple H qui prend du momentum. Et le match a été pénalisé parce qu'il était trop court. Bon. Pas foufou ça. Et derrière, bien évidemment, Triple H qui célèbre sa victoire et il se fait attaquer par
Randy Orton. On lance du coup la storyline entre les deux, puisqu'ils s'affronteront à WrestleMania, puisque Triple H a gagné sa chance dans l'élimination Chamber à No Way Out, et que John Cena, qui avait remporté le Royal Rumble, s'est malheureusement grillé tout seul, et il se semble se diriger vers une autre route. En tout cas, Randy Orton qui marque les esprits et qui attaque Triple H. On en saura plus dans les semaines à venir. Rating de 82, c'est très propre. On enchaîne avec le main event de ce soir, dans un superbe match de catch avec une bonne hit, pardon. The Rock va battre Chris Jericho en 12 minutes 14 par pinfall en utilisant les cordes. Pas de courant de la part du Rock, avec un rating de 73, 79 pour Chris Jericho, 95 pour The Rock. Je pense que le match est trop court. J'avais peur que The Rock ne soit pas... Ouais, il est trop court. J'avais peur que The Rock ne soit pas en forme. En fait, il est chaud bouillant, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et du coup, on termine avec un segment. Chris Jericho qui joue sur le ring et The Rock qui l'attaque. Et du coup, c'est John Cena qui vient faire le save. Et du coup, gros face-up entre John Cena et The Rock. Ça nous promet une suite assez pimentée. Et on termine du coup le show avec ce rating de 84. On finit sur un rating général de 74, ce qui est plutôt correct et intéressant. La popularité augmente dans 31 régions. C'est plutôt un bon show. J'espère que ça va être encore mieux après. Je sais que voilà, The Rock est apte à catcher. Du coup, on va pouvoir le booker dans des matchs un poil plus longs. Les notes seront meilleures et on aura forcément de meilleurs ratings. Voilà, allez, on se retrouve de suite pour le booking de la ECW. A de suite. ECW on Sky-Fi, c'est de suite avec un match dans le pré-show. Abysmal, pré-show match. Aïe aïe aïe, terrible. Milena Ruka qui défait Amazona en 8 minutes 23. Wow, Milena Ruka qui fait un petit 12. Une ring performance de 12. Donc, Milena Ruka, on ne la reverra pas. Amazona fait un 31, donc c'est plutôt intéressant. Je pense qu'elle manque de popularité, mais elle a un bon... Ah ouais, là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Beaucoup trop de choses. On fait un 25. Le pré-show est compliqué. On se lance dans le show avec un match simple entre Spike Dudley et Mike Knox. Mike Knox qui va donc battre Spike Dudley en 10 minutes 37. Après une intervention d'Elijah Burke, 60 de Spike Dudley, 52 de Mike Knox, c'est plutôt pas mal, ça fait progresser les deux catcheurs, avec un petit angle où Elijah Burke qui attaque Spike Dudley après l'avoir distrait pendant le match, et il annonce au micro que les ECW Originals ne sont plus admis dans la nouvelle ECW et que c'est maintenant lui et ses deux comparses que sont Matt Striker et Kid Cash qui vont faire la loi au sein de la WWE. On va lancer du coup une storyline avec Elijah Burke et son crew contre Spike Dudley et quelques anciens ECW Originals. Pas forcément les mêmes qu'il y avait à l'époque avec Tommy Dreamer et tout, parce qu'il est sur un autre programme. Mais on diversifie un peu tout ça, ça fait pas de mal, c'est plutôt cool. Derrière, on fait un 55 sur un petit segment où Kofi Kingston, il se sent pousser des ailes et il va voir Chavo et lui demande un match pour le titre ECW, toujours bien évidemment accompagné de Kelly Kelly. Chavo Guerrero rigole, il regarde Armando Ostranda, il dit bon... Vas-y petit, je t'accorde ta chance, ce soir on s'affronte. 55, c'est correct. Et du coup, on se retrouve sur le ring avec Chavo qui affronte Kofi Kingston pour le titre de la ECW. Victoire facile de Chavo Guerrero qui fait une nouvelle défense de titre. 72 pour Chavo. Toujours très bon Chavo, ça... il a quand même une bonne note, donc c'est cool. Et Kofi Kingston qui nous fait un 46. Bon, c'est pas forcément foufou.
Mais bon, Kofi Kingston, de toute façon, il va falloir qu'il progresse. Donc ça passera par beaucoup de matchs à la IC Dub. Donc voilà. Et enfin, dans le main event, Tommy Dreamer qui affronte The Miz dans un match simple. Tommy Dreamer qui va battre le Miz en 15 minutes 10 avec son Dreamer DDT. Durant le match, bien évidemment, John Morrison est venu distraire Tommy Dreamer, mais ça ne l'a pas empêché de gagner. Tommy Dreamer qui a une performance de 61, tandis que The Miz fait exactement la même. Bizarre qu'on ait un 58, pourquoi? Ah, il manquait de psychologie dans le segment, bon, c'est pas très grave. Et derrière, Tommy Dreamer qui célèbre sa victoire et Miz et Morrison qui vont l'attaquer. Voilà, on va finir le show sur ce segment à 65, c'est pas fou, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Dommage que le main event ne soit pas meilleur. Et du coup, ouais. Ah, on a trop utilisé Kofi Kingston. Ça va, on l'a utilisé 2 fois. Ouais. Putain, mais c'est bizarre, hein, comment booker les trucs de la... Le produit de la WWE. Bon. C'est pas très grave. On fait un 58, c'est... pas bon du tout, qu'on se le dise. Ça pue un peu le caca, mais bon. Allez, on enchaîne avec le booking de SmackDown et on se retrouve pour le début du show. A de suite. Et c'est parti pour ce SmackDown avec, dans ce premier show, un match tout simple entre Funaki et Ted DiBiase Jr. Pareil, hein, Ted DiBiase, j'essaie de le faire monter progressivement et l'accepter au niveau du public, surtout qu'il a des performances en termes de basique, psychologie et tout qui sont plutôt intéressantes. Bon, sans surprise, Funaki remporte ce match. Rating total de 47. Funaki fait un 48, Ted DiBiase Jr. fait un 40. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est bien. On est sur un pré-show correct. On débute le show avec Edge qui annonce la mort de l'Undertaker. Edge annonce qu'il n'a pas survécu à ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown. Vicky qui est tout en acting en mode oh my god, elle est choquée. Voilà, on commence le show par un segment plutôt intéressant, 74, c'est très bien. On enchaîne de suite avec un match entre Victoria et Eve Torres. Match de 5 minutes 9, victoire de Victoria. On fait un rating de 45. Eve Torres fait un 15. Alors Victoria fait un 58. Alors Eve Torres, je me suis dit sur un match court de 5 minutes en open match, ça va marcher. Bah pas du tout. Voilà, ça n'a pas marché du tout, c'était nul. Eve Torres qui est vraiment en difficulté. Je pense sérieusement que je vais la renvoyer en territoire de développement. Je vais la laisser jusqu'à SmackDown, mais à SmackDown, enfin à SmackDown, jusqu'à WrestleMania, mais après je vais la renvoyer en territoire de développement, c'est trop faible. Elle a pas le niveau pour être, ou éventuellement peut-être à la SCW. Mais même Kelly, je pense qu'elle catch mieux actuellement. Donc voilà, c'est pas bon. Victoria qui continue à prendre du momentum, hein, qui gagne tous ses matchs, 45 de rating. C'est plutôt correct. Voilà, rien de particulier à signaler sur ce segment. On enchaîne avec Jamie Noble qui est avec Kane dans les vestiaires. Et on voit qu'ils discutent et tout. Et d'un coup, Jamie Noble avec Kane qui se rapproche de la caméra. Et Jamie Noble annonce qu'ils ont fait une alliance qui se nommera Golden Rush. C'est surprenant. Va falloir que j'enlève Funaki. Faut que je note. Je vais enlever Funaki parce qu'il est comme manager de Noble. Peut-être recruter une Bella Magali Cutty, des trucs comme ça en tant que manageuse. Faut que je regarde qui est-ce qui dit. Ah, il y a peut-être. Non, j'ai peut-être des idées pour le manager. Voilà, donc du coup, ils annoncent la création de leur équipe. Et ensuite, ils vont au ring pour affronter The Edge Heads. Donc, les têtes d'Edge, un peu les sous-fifres de Edge. Et, sans grosse surprise, Jamie Noble et
Kane remporte le match grâce à Jamie Noble qui fait une soumission sur Zack Ryder. Kane fait un très bon match. 76, une in-ring performance tout à fait correcte. Bon, Jamie Noble, office game, c'est dommage. Il fait quand même un 62. Donc je m'inquiète pas pour ça. Zack Ryder fait un 50 et Kurt Angle fait un 53. Ça fait un rating de 66. C'est plutôt pas mal, c'est intéressant. On va donc passer à la suite. On passe dans un match décent entre Shannon Moore et Vader. Vader va bien évidemment s'imposer en 8 minutes 33 grâce à son Nodowa Otoshi. Bien évidemment, durant le match, le Big Show est venu distraire Vader. On est sur un rating de 60, 54 pour Shannon Moore, 69 pour Vader. Vader qui fait déjà une note un petit peu meilleure que le 61 contre le Big Show. Donc je pense que Vader, ça va vite revenir son in-ring. Je me faisais pas trop de soucis, même s'il est assez âgé, Vader, ça reste un excellent catcheur. J'ai pas peur. J'ai pas peur de l'utiliser, je suis sûr que ça sera intéressant. Bien évidemment, après ce show, Vader part à la recherche du Big Show et en se traballant dans le backstage, Vader va ouvrir la porte et il va tomber sur Lena Yada qui va la regarder surprise plutôt, pardon. Et du coup, voilà, c'était un petit moment malaisant, un peu comique, comme il y avait à la WWE pour satisfaire le public. Chose que je voudrais vite enlever, mais bon, pour l'instant je ne peux pas encore, donc hein, on fait avec le produit qu'on a à disposition. On enchaîne sur le segment suivant avec un bon match de cash et une décente réaction de la foule pour ce match entre Batista et Chuck Palumbo. Batista va battre Chuck Palumbo avec son Demon Bomb. Oh, il me semble que c'est le Batista Bomb, mais bon, c'est pas grave. Ils ont une bonne chemistry ensemble, mais par contre le match a manqué de psychologie. On est sur un rating de 66, Batista fait un 85, très bonne note. Par contre Chuck Palumbo fait un 63. Il y a quand même beaucoup de moins holding back, chemistry, holding back, inconsistency, lack of psychologie et low experience. Bon. C'est pas très grave, on fait un 66 et on passe au segment suivant où Batista célèbre sa victoire et il se fait attaquer par un revenant qui n'est autre que Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est de retour à la WWE et qui donc va attaquer Batista. Voilà, mise en place d'un petit programme avec Bobby Lashley qui était libre de tout contrat. Il n'était même pas signé à TNA ou dans une compagnie, il était libre donc pas... Bon, j'ai profité de l'occasion pour le pusher. Et dans le main event ce soir, Rey Mysterio et Matt Hardy affrontent Edge et MVP. Et dans un superbe match, Rey Mysterio et Matt Hardy vont battre Edge et MVP en 18 minutes 02. Quand Rey Mysterio va défaire MVP après sa prise de finition. Non, c'est pas prise de West Coast Pop. Je connais pas cette prise. Enfin, de nom comme ça me dit rien. A noter que durant le match, Edge a été distrait par une espèce d'image énigmatique sur l'écran géant. On a l'impression d'apercevoir le chapeau de l'Undertaker. On entend des bruits de corbeaux. C'est assez particulier. Du coup, Edge qui s'est fait un peu absorber par ça. Et qui nous fait quand même une in-ring de 91. MVP 63, Matt Hardy qui fait un 81, Matt Hardy qui revient tout juste de blessure et qui est vraiment excellent in-ring. Ça serait pas déconnant de le pusher, hein, le père Matt Hardy. Hein. Tandis que Rey Mysterio fait un 79, c'est très bien, ça fait augmenter la storyline entre Rey Mysterio et MVP. Et on passe sur le segment suivant. L'Undertaker est en fait en vie, puisque... un espèce de cercueil bizarre apparaît sur la rampe d'entrée. Du coup, Edge, qui se demande ce que c'est, qui va voir, et en fait, il regarde, et l'Undertaker le chope à la gorge. Il se lève du cercueil et lui porte un énorme choke slam. Rating de 84, la foule est en folie, c'est parfait. Ça fait avancer la storyline, on quitte le show sur un 84. Et je n'ai pas assez de femmes attractives. Ah!
C'est pas possible. Bon, et ben, je me fais encore avoir sur les femmes attractives. Faut que je baisse ce truc, c'est trop chiant. Ouais, je vais l'enlever du produit parce que c'est con, je me fais pénaliser alors que je fais un très bon show. Ça rend un petit peu dingue. Enfin bref, on va se quitter après ce SmackDown et on se retrouvera du coup pour la semaine prochaine pour l'épisode de Raw. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. On est présent pour cette deuxième semaine de mars. On attaque avec le booking de Raw. On se retrouve juste après pour le début du show. A de suite. Allez, on se retrouve pour le show de Raw. À chaque fois je bug. Terrible. On commence avec un match dans le pré-show entre Sean Spears et Charlias. Un match plutôt décent avec une petite hit. Charlias va battre Sean Spears en 8 minutes 08 avec son Ace of Pain. Rating de 61. Sean Spears fait un 35. C'est pas fou, mais ça passe. Charlias fait un 74. C'est très bien. Charlias qui continue à avoir de très très bonnes performances. Il a de meilleures notes par exemple que Carlito. Voilà. Carlito, Maga. Donc bon. Charlias, on va réfléchir à son futur, on va dire. En tout cas, il remporte un match et il prend du momentum dans ce pré-show. Et on attaque le show avec Roddy Piper qui se pointe et qui annonce le gros main event de ce soir entre The Rock et Shawn Michaels. Donc un gros match en perspective. On enchaîne avec un match par équipe. Hard Roads remet leur ceinture en jeu contre The Highlanders. Et dans un match assez pauvre, Hard Roads vont battre les Highlanders en 12 minutes 08. Bon, durant le match, Landscape est venu distraire Hardcore Holly. Ça ne les a pas empêchés de gagner et de faire leur troisième défense de titre. On fait un rating de 56. Par contre, c'est vrai que c'est très compliqué quand on voit les notes d'Hardcore Holly, Cody Rhodes 53 et 56. Rory McAllister et Robbie McAllister font 48 et 46. C'est très faible. Et c'est là que bon, je me dis bon, c'est compliqué pour l'instant pour les deux comparses là, de Hard Roads. On va laisser le titre sur leurs épaules, je pense jusqu'à WrestleMania, mais après il y aura du changement. Ça je vous le promets. On passe ensuite à un segment où l'on voit Stephanie McMahon dans son bureau avec Roddy Piper, le GM de Raw. Et Stephanie l'annonce, le Money in the Bank va changer. Enfin, ça sera très spécifique, le Money in the Bank. Le vainqueur de cette mallette aura, comme d'habitude, le droit à son match. Mais ça sera pas n'importe quand et pas après, par exemple, un combat qui a déjà eu lieu. La personne devra annoncer quand est-ce qu'elle veut affronter le champion de son choix. Un petit peu comme avait fait Rob Van Dam à One Night Stand 2006. Donc c'est-à-dire que par exemple, on prend un exemple, je dis n'importe quoi, Randy Orton remporte la mallette. Et ben Randy Orton va affronter le champion, je sais pas, je dis Edge pour le titre World Heavyweight. Et ben il doit l'annoncer à l'avance, par exemple, pour être le main event du pay-per-view, je sais pas, de Backlash. Et il annonce qu'il utilisera sa mallette. Voilà, donc ça c'est une petite spécificité qui change pour la mallette Money in the Bank. Ça sera plus simple à utiliser sur le jeu. Et je trouve que ça apporte un côté un petit peu plus réalité. Et il y aura plus de chances d'échouer pour le porteur de la mallette. Mais c'est pas, moi ça me plaît bien comme ça, donc on part là-dessus. Rating de 77, rating pardon de 77, c'est correct. On passe au segment suivant. Et c'est un match entre Chris Jericho et Snitsky. Match très simple. Chris Jericho qui va battre Snitsky en 11 minutes 33 par soumission avec le Walls of Jericho. 86 de notes pour Y2J, c'est très propre. 43 pour Snitsky, c'est très faible. Bon, on fait un 62, c'est correct. Ça permet de combler la carte, c'est parfait. Et
On passe au segment suivant. On voit Brian Kendrick et Umaga sont en train de se préparer pour leur match respectif. Et Mike Foley annonce que le vainqueur de ce match sera qualifié pour le match Money in the Bank à WrestleMania. Ça rajoute un peu de suspense. Et du coup, derrière, on part sur un très bon match où Brian Kendrick va battre Umaga en 14 minutes 53 grâce à un roll-up rapide. Excellente note de Brian Kendrick qui fait un 77 alors qu'Umaga nous fait qu'un 62. Il était off his game. Je suis un petit peu déçu. Bon, le match a été pénalisé par la décision de booking. Bon, c'est juste que j'ai protégé un petit peu Umaga. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas fait grand chose. C'est dommage, hein. Rating de 65. Je m'attendais à mieux, sachant que Brian Kendrick fait toujours des très bonnes notes. Donc bon, on verra pour la suite, mais en tout cas, rating de 65 et Brian Kendrick est le premier qualifié pour le match Money in the Bank. Allez, on va pouvoir passer au prochain segment. Tac, je note juste que Brian Kendrick est qualifié. Et c'est donc un segment où on voit Triple H en backstage qui prévient Randy Orton qu'il va pas falloir qu'il commence à l'attaquer par derrière ou en fourbe. Parce qu'il y aura une réponse et elle sera pas correcte de sa part. On sent la tension qui monte entre les deux. Randy Orton apparaît à l'écran et regarde Triple H d'un air un peu hautain, un peu insignifiant. On sent qu'il y a de la tension entre les deux. Rating de 81, c'est très propre. On passe du coup sur ce excellent main event entre Shawn Michaels et The Rock. Et dans un match avec une fantastique hit et du très bon catch, Shawn Michaels va défaire The Rock en 18 minutes 01 grâce notamment à une distraction de John Cena. Shawn Michaels fait un 81 et The Rock fait un 77. Apparemment les deux ne cliquent pas ensemble. Bon, mais ils ont quand même fait un excellent match. Et ouais, la chemistry n'est pas bonne entre eux deux. Bon, c'est pas très grave. Ils font un 82 sur ce segment, un très bon rating. Et après, The Rock va prendre le micro et va le détruire. Il va l'insulter de tous les noms, il va le rabaisser et il annonce qu'à WrestleMania, il l'éclatera. John Cena ne dit rien. Il rigole, il est sur la rampe d'entrée. On est sur quelque chose de très propre. Rating de 82. Est-ce que le show sera bon? Oui, enfin, on fait une bonne note. 79 de rating. La popularité qui augmente dans 32 régions. C'est parfait. On se quitte sur une bonne note pour ce Raw. On se retrouve de suite pour le show ECW. A de suite. Allez, on est parti pour le booking de ECW en Sky-Fi. Et aujourd'hui, dans le pré-show, premier petit match simple entre Colin Delaney et Mike Knox. Bon, sans surprise, Mike Knox va remporter le combat et battre Colin Delaney en 8 minutes 19. Bon, Colin Delaney nous fait un 24. C'est encore compliqué pour lui. Je sais pas s'il est prêt pour être dans le main roster. Bon, après, c'est la ECW. Je m'inquiète pas trop. Mike Knox qui fait une in-ring performance de 49. J'ai l'impression que sa note monte très légèrement à chaque fois. Ce qui est plutôt encourageant. On va laisser faire les choses, mais pour l'instant, c'est un bon début. On attaque le show avec un match simple entre Elijah Burke et Nunzio. Très bon match entre les deux catcheurs. Victoire logique d'Elijah Burke en 8 minutes 05 avec son Elijah Experience. Elijah qui nous fait une note de 52, tandis que Nunzio nous fait un très bon 61. C'est pareil, hein, c'est des mecs qui sont openers, mais qui ont un très bon in-ring. C'est dommage de les laisser sur des trucs comme ça. Après, bon, à voir. Est-ce que Nunzio, Lance Storm, des mecs comme ça, auraient pas tout intérêt à intégrer le roster principal? Par exemple, d'envoyer les McAllister du côté de la CW. Franchement, je me pose la question. Je me dis que ça pourrait peut-être être plus logique. On verra en tout cas pour la suite des événements. On passe ensuite à un match qui n'a pas beaucoup de writing. Ouais. Perry Saturn va battre Kid Cash en 12 minutes 12 avec son Death Valley Bomb.
50 de in-ring performance pour Perry Saturn, 42 pour Kid Cash. On fait un rating de 49. Bon, c'est les mecs que j'avais recrutés pour aider du côté de la SCW. Bon, le rating est de 49, c'est pas foufou. Après, voilà. Là, c'est dans le cadre d'une storyline en cours, donc bon, ça match à peu près, mais bon, c'est bien évidemment, c'est pas des trucs que je reproduirai à l'avenir. Je voulais quand même voir ce que ça valait l'un contre l'autre. Bon, c'est pas foufou. On passe en coulisses avec CM Punk et Ron Simmons qui discutent. Bon, j'ai mis Ron Simmons parce qu'il se plaignait de son push. Il était occasional wrestler, mais il était retiré. Il était un catcheur retiré. Donc j'ai changé, je l'ai mis en personality. Et du coup, je lui ai mis voilà, un petit angle avec CM Punk qui veut avoir une chance de participer au Money in the Bank à WrestleMania. Et voilà, on les voit discuter tous les deux. Ça fait un petit rating de 61. C'est pas très grave. C'était juste histoire de mettre CM Punk à l'écran avec un Ron Simmons. Comme ça, tout le monde est content. Oula. On passe ensuite sur le match suivant entre Lance Storm et Big Daddy V. Lance Storm va battre Big Daddy V à la surprise générale avec un roll-up surprise. 52 de notes. Ah, malheureusement, ils ne cliquent pas tous les deux. 56 pour Lance Storm, 47 pour Big Daddy V. Bon, et ben c'est pas foufou, ça fait un 52 de rating. Putain, les tests que j'ai fait aujourd'hui sont terribles. On passe du coup au segment suivant et Joey Styles qui interview Tommy Dreamer avant son match et il dit que si aujourd'hui il gagne, il aura une chance pour avoir la suite pour le titre ECW puisque ce soir il affronte Chavo Guerrero, rating de 60, c'est plutôt correct. Et on passe ensuite au match. Tommy Dreamer va défaire Chavo Guerrero en 15 minutes 12 par pinfall après son Dreamer DDT, rating de 68, c'est plutôt bien. C'était assez intéressant. Chavo Guerrero fait une note de 66, Tommy Dreamer de 62. On fait avancer la storyline. C'est plutôt intéressant les deux, rating de 68. Le show se conclut là-dessus, on fait un 64. Pas de commentaires spécifiques, c'est plutôt correct pour la ECW. Je suis plutôt satisfait. On peut donc passer au prochain show qui est SmackDown. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le SmackDown le SmackDown de la deuxième semaine de mars avec, dans le pré-show, un très bon match entre Jesse Dalton et Vader. Vader va bien évidemment remporter le match en 8 minutes 05. Rating total de 62, Jesse Dalton fait un 44, tandis que Vader fait un 67. Son in-ring continue de monter, Vader est plutôt correct. Je suis très content de lui. Premier match de la soirée sur la carte de SmackDown et dans un match terrible, enfin du terrible catch et aucune hit. Maryse va battre Takako Inoue, nouvelle recrue de la WWE pour pallier un peu à ce manque de catcheuse, on va dire avec du in-ring correct. Rating de 35, Maryse fait un 31, Takako Inoue fait du Maryse fait du 31, Takako Inoue fait du 35. Alors ce qui pèse principalement sur Takako Inoue, c'est son manque de popularité criant dans la région. Mais c'est pour ça qu'on va la faire catcher là, à SmackDown, pour qu'elle en prenne. Mais sinon, c'est une bonne catcheuse sur un ring, Takako Inoue. Donc, bon, objectif, ça sera de la développer. De toute façon, là, on voit qu'elle fait déjà un meilleur in-ring que Maryse Wallet. Donc, c'est plutôt intéressant. Maryse, je pense qu'on va la renommer. Ça fait bizarre de l'appeler Maryse Wallet. Takako Inoue, en tout cas, fait une performance correcte, mais elle perd ce match. Voilà, on débute le show avec ça. Et on enchaîne de suite avec Théodore Long qui annonce à Shelton Benjamin et Finlay que le prochain match est qualificatif pour le Money in the Bank. Bon, alors ce sont des catcheurs qui ont déjà participé au Money in the Bank.
je me fais pas trop de soucis quant à eux deux et leur performance. Et dans un match décent, Shelton Benjamin va défaire Finlay en 13 minutes 54 avec son Dragon Whip. Une bonne note de 68. Finlay fait un 52. Shelton Benjamin fait un 76. Finlay et Hornswoggle n'ont pas de chemistry ensemble. Ça c'est normal, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais Hornswoggle est en fin de contrat et je vais pas le renouveler. J'en ai clairement pas besoin. Comme je suis moins dans la comédie comme l'était Vince McMahon, franchement, je préfère le relâcher. Il m'apportera pas forcément à la WWE, donc Finlay restera seul et ça ira très bien comme ça. En tout cas, Shelton Benjamin assure et se qualifie pour le Money in the Bank. Il rejoint donc Brian Kendrick. On passe en backstage et une bagarre éclate entre Batista et Bobby Lashley. Les officiels doivent intervenir pour tenter de séparer les deux hommes. Grosse bagarre qui fait un 82. On passe ensuite à un match par équipe entre Golden Rush, équipe composée de Jamie Noble et Kane, contre les Dustin Domino. Victoire facile des Golden Rush en 11 minutes 53. Durant le match, The Miz est venu distraire Kane. On se dit, peut-être quelque chose entre les deux équipes. Rating de 68, c'est correct. Kane fait un 75. Très bonne note, Kane, qui est encore du bon in-ring. Jamie Noble fait un 62. Bon, c'est correct, mais je m'attendais pas à plus. Et Domino fait 55. Dus un 61. On fait avancer la storyline, c'est le principal. On passe ensuite à un match simple entre Big Show et Jimmy Wang Yang. Et à la surprise générale, Jimmy Wang Yang va défaire le Big Show en 7 minutes 33 avec un roll-up. Alors, il faut savoir que le Big Show a une distraction de Vader, ce qui lui a causé cette défaite. Big Show fait 1,75, c'est correct. Jimmy Wang Yang fait 1,64. Mais la note n'est pas bonne. Face Heel combinaison. Oh merde. C'est vrai que j'avais oublié que Jimmy Wang Yang était face et Big Show aussi. Alors ça c'est une erreur de ma part. Sinon je l'aurais pas fait si j'avais su. Et j'aurais mis quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça fait un 58. Bon, c'est comme ça, tant pis. Et on passe à un nouveau segment backstage. On voit Batista qui est complètement amoché après sa bagarre contre Bobby Lashley, assis sur une chaise en train de se faire soigner. Et Theodore Long qui est là, qui dit il est pas disponible pour le main event de ce soir, pour le match contre Edge. Comment on va faire? Et là, il y a Matt Hardy qui se baladait dans le coin. Theodore Long lui dit, tu te sens prêt à combattre? Matt Hardy dit, bien sûr. Et du coup, Matt Hardy qui se rend au ring pour affronter Edge dans le main event de ce soir. Et pour le titre de World Heavyweight Champion, bien évidemment, Edge va conserver son titre contre Matt Hardy, mais avec un roll-up. Edge qui fait sa troisième défense de titre et qui ne reste... ce qui met plutôt en valeur la prestation de Matt Hardy. Edge fait un 92, Matt Hardy fait un 80. Très bonne note de Matt Hardy. Confirme qu'il est plutôt bon. Le match est trop court, alors que j'avais presque fait 17 minutes de match. J'aurais pu faire plus. Bon, c'est plutôt correct. 80 et derrière, segment. C'est dommage, ça fait 15,72. L'Undertaker fait une promo à l'écran en annonçant que Edge va prendre tarif à WrestleMania. On voit Edge et Vicky qui sont pas bien. Et ça se termine le show là-dessus. 72 de rating. Je suis un petit peu déçu. Ça fait tout de même un 76 de rating. Pour une fois, on se loupe pas. Le show, la popularité augmente dans 24 régions. C'est plutôt une bonne chose. On va donc s'arrêter sur ce résultat. On va aller voir les mails. On n'ira pas plus loin que cette deuxième semaine de mars. Et comme ça, dans le prochain épisode, on fera les deux dernières semaines de booking et WrestleMania, le plus gros événement de l'année catchesque. On va regarder s'il y a des news. Il y avait TNA et Impact, on va aller voir ce que ça a donné. Tac, tac, tac. 74, Brother Devon qui affronte Kurt Angle, ça fait un 80. Ils ont quand même un beau roster, la TNA en 2008, c'était franchement intéressant.
Bref, c'est terminé pour nous. On se retrouve du coup dans le prochain épisode pour WWE Raw. Et on sera dans la dernière ligne droite, pour WrestleMania. Allez, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.